Bonsoir à tous. Toute l'équipe des Cafés Urbains est heureuse de vous retrouver aussi nombreux pour sa première conférence de la saison, qui portera aujourd'hui sur le patrimoine dans l'espace urbain. Alors on a la chance d'avoir 3 intervenants avec nous. Jean-Marc Bourré, qui est administrateur du Palais du Thau pour le Centre des Monuments Nationaux. Mathieu Gigot, qui est maître de conférence en urbanisme à l'Université de Paris. Et Arnaud Deschamps, qui est architecte urbaniste en chef de l'État et architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc on a voulu une conférence qui soit accessible à tous et puis aussi dédiée aux professionnels de l'urbanisme. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Bourré pour vous présenter un petit peu le lieu d'exception dans lequel on est ce soir, et puis vous présenter les enjeux d'un tel monument dans un espace urbain. Merci. Donc en attendant, remercier d'abord l'IATEUR de m'avoir invité à participer à ce café urbain où il y a beaucoup de monde, donc c'est très positif, je trouve. Merci aussi de nous accueillir dans ce lieu qui se prête effectivement assez bien à quelque chose qui traite de la thématique patrimoniale, on ne va pas se le cacher. Patrimoine et espace urbain, alors moi ça m'a un peu interrogé, c'est pour ça que j'ai mis 3 sous-titres. Pourquoi ça m'a interrogé? Parce que patrimoine et espace urbain, c'est un peu comme si pas qu'on opposait les deux notions, mais en tout cas qu'on les associait. Enfin, c'était 2 choses assez différenciées. Et finalement, moi, j'ai réfléchi à me dire, c'est peut-être plutôt la question du patrimoine dans l'espace urbain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite cette question-là dans l'espace urbain. Et il y avait pas mal d'entrées possibles pour traiter le sujet. J'aurais pu choisir une entrée sur l'idée du patrimoine comme une ressource pour le développement, pour le tourisme, notamment via la visite des monuments, qui sont des choses que je ne connais pas forcément le plus. Et puis, il y avait quand même l'idée du projet urbain que je trouvais intéressant dans l'idée du patrimoine dans l'espace urbain, c'est-à-dire comment on traite le patrimoine dans l'évolution de l'espace urbain. Et donc finalement, pour traiter la place du patrimoine dans le projet urbain, dans l'espace urbain, j'ai choisi, alors pas tout à fait par hasard, de m'interroger sur la place du patrimoine dans la planification urbaine. Alors pourquoi je dis pas tout à fait par hasard? Parce qu'on a terminé avec un certain nombre de collègues chercheurs, dont un collègue qui est dans la salle ici, on a terminé un programme de recherche sur la question du patrimoine dans les plans locaux d'urbanisme. Et c'était l'occasion aussi, maintenant que ce programme de recherche de 4 ans a touché à sa fin, bien de revenir sur quelques résultats de ce programme et de discuter de la place du patrimoine dans la planification territoriale. Alors, l'espace urbain, la ville, elle est en perpétuelle évolution, évidemment. Elles se construisent, les villes, elles se déconstruisent, elles se reconstruisent. Et dans ces mouvements, dans ces processus, le passé, il est présent, il est parfois effacé, il disparaît, il réapparaît, il est oublié ou il est valorisé. Donc il a une place différente en fonction des époques, en fonction des contextes, en fonction de la sensibilité du moment et en fonction des acteurs, du projet politique ou des mobilisations. En même temps, depuis le début du XXe siècle, pour faire vite, je ne vais pas vous faire un cours sur la planification urbaine, mais depuis le début du XXe siècle, on a des dispositifs qui encadrent et gèrent l'évolution de la ville. Et dans le courant du XXe siècle, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a des outils qui se développent pour planifier la ville, donc pour gérer au mieux l'aménagement urbain et pour penser l'aménagement dans l'avenir. Et donc on essaye de prévoir cet aménagement en tenant compte des problématiques du moment. Parce que, ça n'aura pas échappé à un certain nombre d'entre vous qui, alors peut-être qui sont propriétaires et qui ont des travaux à mener, ou futurs propriétaires qui auront des travaux à mener, on ne fait pas ce qu'on veut, où on veut, comme on veut. Il y a des règles, et ces règles, elles existent pour harmoniser, pour éviter le pire. Parce que non, le bon goût n'est pas universel, ça se saurait, ce serait bien. Et tout le monde n'a pas forcément conscience des gaffes ou des conséquences que peut avoir ou une urbanisation à outrance, ou une démolition, ou la modification de bâtis existants.
On voit bien d'ailleurs que l'urbanisation croissante dans les périphéries dans les années 80, 90 et 2000 pose d'innombrables problèmes qu'on connaît, de mobilité, je ne vais pas les citer ici, mais on en parle beaucoup, en particulier dans la transition écologique aujourd'hui, sans parler de la standardisation architecturale des lotissements. Donc on pourrait discuter. Donc on va poser que l'urbanisme est encadré par le droit et qu'un document en particulier encadre le droit à construire. Il s'agit du plan local d'urbanisme. Alors le plan local d'urbanisme nous concerne tous. On est tous soumis, si on a une parcelle, à des règles à respecter. Donc c'est l'outil de la planification territoriale qui vient gérer les autorisations d'urbanisme. Je fais vite, mais on pourra en rediscuter ou préciser des choses avec des questions. Donc ce plan local d'urbanisme, il émane bien d'un projet politique qu'on exprime au regard d'un état des lieux préexistant, et il est le fruit du travail concerté des différents acteurs locaux. C'est le couteau suisse de la planification territoriale, j'emprunte l'expression d'un collègue que j'apprécie particulièrement. Je trouve que l'idée du couteau suisse, elle est très parlante. Pourquoi ? Parce que le PLU, il se doit d'avoir une approche un peu systémique, une approche globale. C'est-à-dire qu'il embrasse l'ensemble des thématiques d'un territoire, l'habitat, les mobilités, l'environnement et le patrimoine, ou même le paysage. Donc on a lâché le mot, le patrimoine. Le patrimoine, d'accord, mais de quoi on parle ? De quel patrimoine on parle et c'est quoi le patrimoine ? Alors le patrimoine, on a tous des représentations de ce que ça peut représenter, mais a priori différentes. Globalement, c'est un ensemble de biens qu'on a reçus et qu'on transmet. Il y a l'idée de quelque chose qu'on reçoit et que l'on transmet, donc la réception et la transmission. Mais c'est aussi une construction sociale, c'est-à-dire que ça se construit socialement avec des mobilisations, avec des prises de conscience collectives. Et donc, le patrimoine des uns n'est pas forcément le patrimoine des autres. Ces mêmes questions se posent d'ailleurs à propos du paysage, des paysages qui peuvent être patrimonialisés ou non. Donc, il n'y a pas un patrimoine. Donc, on aurait pu dire aussi la place du patrimoine, mais la place des patrimoines. Il y a des patrimoines au final. Et si les PLU, les plans locaux d'urbanisme, sont le résultat de processus locaux, la place des patrimoines dans la planification, c'est-à-dire dans les PLU, n'est donc pas une évidence. Ça veut dire que ça ne va pas être partout de la même façon. Et donc on peut bien se poser la question de comment le plan local d'urbanisme, en tant qu'outil de la planification territoriale, va prendre en compte les patrimoines, pourquoi ils le font, jusqu'où ils le font, sachant qu'il y a des outils de l'État qui le font aussi très bien, et qu'on présentera juste après. Donc, de quel patrimoine parle-t-on ? Alors, si on revient à l'idée d'un projet de construction dans une partie ancienne de la ville, d'abord dire qu'ancien, ce n'est pas synonyme de patrimonial. Tout ce qui est ancien n'est pas forcément reconnu comme ayant une valeur patrimoniale. On a bien posé que ce n'était pas un fait, le patrimoine, mais plutôt une construction. Donc, cette notion, elle prend plusieurs formes. Donc en France, il y a plusieurs niveaux de patrimoine, il y a plusieurs formes de conscience patrimoniale, mais a priori, a fortiori, je dirais, le patrimoine reste quand même une affaire d'État dans l'histoire de la prise de conscience patrimoniale. Et depuis le début du XXe siècle, on pourra revenir tout à l'heure sur cette frise qui est sans doute illisible de loin, mais elle montre en fait les différents outils de protection mis en place par l'État depuis le début du XXe siècle, pour faire vite, notion qui a beaucoup évolué et outils qui ont aussi beaucoup évolué, du patrimoine centré sur le monument historique à des outils qui vont prendre en compte le patrimoine des territoires, le patrimoine territorial. Donc on a une palette d'outils, alors je ne vais pas les détailler ici parce que je pense qu'on le fera tout à l'heure, qui passe donc du patrimoine monumental, du patrimoine paysager, des abords des monuments historiques, des centres anciens en tant qu'éléments de patrimoine, ou encore des patrimoines plus locaux. Donc là on est bien sur des outils de l'État qui sont dédiés à la protection du patrimoine, dont c'est l'objet. Mais en fonction des contextes, on n'appréhende pas le patrimoine de la même façon. On le confronte à l'histoire locale, on le confronte aux enjeux de développement urbain et à d'autres enjeux qui dépassent simplement l'enjeu de la protection en tant que tel.
Par exemple, on n'aborde pas le patrimoine de la reconstruction de la même façon en fonction des contextes. Au Havre, il est très valorisé, il est même inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, mais ce n'est absolument pas le cas dans d'autres villes de France, où si on a un patrimoine peut-être plus ancien, on va être moins attentif au patrimoine de la reconstruction, encore que ce ne soit pas toujours le cas, mais on voit bien qu'il n'y a pas une façon unilatérale de gérer les questions patrimoniales dans les villes en France. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on sélectionne comme élément du patrimoine à protéger, à prendre en compte dans l'évolution de la ville. Donc ça pose la question d'une sélection patrimoniale qu'on va faire au regard d'autres enjeux urbains. Donc ce qu'on considère, alors quand je dis on, c'est un on collectif, c'est acteurs publics, voire concertation avec les habitants aussi, ce qu'on considère comme relevant du patrimoine n'est donc pas un prérequis. Il y a bien une sélection qui vient s'opérer, et qui peut être le fruit d'une sorte de compromis. Par exemple, on va mettre en regard le patrimoine et le projet urbain. Typiquement, un exemple très concret, comment on fait passer un tramway dans une ville si on a décidé que tout était patrimoine? Ça veut dire qu'on peut démolir aucune maison, je caricature volontairement, mais on peut démolir aucune maison pour faire passer le tramway. Ce n'est pas le cas. On trouve des arrangements, on trouve un passage où finalement on va réussir à la fois à mettre en place un système de mobilité qui soit moderne, mais qui en même temps n'ait pas trop d'incidence sur le patrimoine de la ville. On peut aussi mettre en rapport le patrimoine et le risque d'inondation. Et pour le coup, à contrario, le risque d'inondation, lui, va empêcher de construire dans certaines zones, ce qui peut être une aubaine pour donner une valeur patrimoniale à des bâtiments dont de toute façon on ne peut plus rien faire. Là aussi, je caricature, mais je prends l'exemple d'une commune proche de Tours, La Riche, qui est concernée par un plan de prévention des risques d'inondation. Et finalement, la collectivité s'est demandé qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ce patrimoine, de tous ces éléments, des vieilles fermes qu'on peut avoir sur le territoire, qui vont très peu évoluer, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose à cause du risque d'inondation. Et donc, ils ont choisi de valoriser ces éléments-là. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si on avait pu ouvrir à l'urbanisation et donc potentiellement à des projets urbains beaucoup plus forts. Donc pour le coup, ça a été une aubaine. C'est aussi une aubaine pour l'agriculture périurbaine d'ailleurs, ça touche d'autres sujets. On met aussi en regard le patrimoine et le tourisme, comment on met en valeur le patrimoine pour développer l'économie touristique. Donc on voit que l'idée de patrimoine, en fait, elle n'est pas toute seule sur un îlot isolé, elle est bien en rapport avec tout un tas d'autres enjeux d'évolution de la ville qui viennent se poser aux acteurs publics et en fonction des problématiques du moment. Donc cette sélection patrimoniale, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre et elle peut prendre corps dans un outil dédié, un outil de l'État, la petite frise que j'ai montrée tout à l'heure, ou bien dans un outil de planification plus général qu'est le plan local d'urbanisme. Et déjà, ce choix-là, d'un outil dédié à la protection du patrimoine ou de fondre le patrimoine dans un outil plus général sur la planification urbaine, révèle des stratégies locales. Dire que le patrimoine est un enjeu tel qu'il faut y attacher un outil dédié, c'est plus fort, à mon sens, que de dire que finalement c'est une thématique qu'on met à côté des autres et qu'on prend en compte comme les autres. Donc ça pose la question de savoir, j'ai une autre petite diapositive, voilà, pardon, sur la sélection patrimoniale au regard d'enjeux, mais en fait je pense que les cartes elles sont loin. Alors à gauche c'est justement cette idée de la cartographie du risque inondation, alors toute la partie en rose qui est plus constructible aujourd'hui à côté de Tours, et à droite d'autres extraits d'un plan local d'urbanisme à côté du château de Chambord. Donc ça pose la question de savoir si le plan local d'urbanisme peut être le support d'une patrimonialisation. Alors, il existe plein de façons en fait, d'identifier déjà ce qui fait patrimoine. Tout dépend de la volonté des acteurs de le faire, des moyens qu'ils mettent en œuvre pour le faire, et puis des compétences des personnes qui vont être chargées d'identifier ce qui fait patrimoine. Ça dépend aussi de savoir si l'on veut connaître ce qui fait patrimoine pour les habitants, pour les acteurs publics, pour les experts, la position elle n'est pas la même. Un habitant, il va peut-être défendre mordicus son quartier en disant que pour le collectif d'habitants, eh bien, c'est un patrimoine parce qu'on y vit depuis longtemps, on a toujours fait comme ça, on a toujours connu ça, c'est intéressant, etc. Mais l'expert, il va dire potentiellement, ça n'a pas beaucoup de valeur architecturale, peu de valeur urbaine, c'est pas à classer dans le patrimoine.
Donc ça revient sur l'idée que le patrimoine des uns n'est pas le patrimoine des autres et qu'à un moment donné, il faut trouver un compromis pour savoir comment on sélectionne ce patrimoine. Et puis travailler sur l'identification du patrimoine, c'est aussi pour la collectivité locale l'occasion de connaître son territoire avant d'agir. Et ça c'est important, hein, l'idée de savoir ce qu'il y a sur le territoire, avoir la photographie du territoire, avant de penser à la planification territoriale. Et donc il y a plusieurs méthodes pour identifier et repérer les éléments de patrimoine. Alors, est-ce qu'on passe par un inventaire, par l'inventaire général du patrimoine qui existe, qui aujourd'hui est géré par les régions? Est-ce qu'on passe par des méthodes de relevé de patrimoine dont les critères peuvent être très différenciés? L'inventaire a une grille de critères qui est la même partout, mais on peut aussi décider de faire un relevé avec d'autres types de critères. Nous, c'est ce qu'on a essayé dans un autre programme de recherche où on a adapté la méthode de l'inventaire avec nos propres critères et on a essayé de voir un peu ce que ça pouvait donner. Les moyens, je vous le disais aussi, les compétences. Si c'est un architecte, si c'est un historien qui va faire le relevé, on ne va pas forcément avoir les mêmes résultats et c'est normal. L'échelle aussi rentre en ligne de compte. De la commune à l'intercommunalité, on ne va pas forcément repérer les mêmes types de patrimoine. Un exemple très bête, un corps de ferme du 17e qui peut être unique à l'échelle d'une commune et donc potentiellement important à repérer comme élément du patrimoine, s'il y en a 30, 40 exemplaires à l'échelle de l'intercommunalité, on se pose la question de savoir si ça vaut le coup de l'identifier comme un élément de patrimoine, parce que finalement, il est plus si rare. Alors, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais la notion de rareté peut en être un. Et puis, il y a aussi la question donc, des enjeux, effectivement, et des représentations du patrimoine. On a l'idée du patrimoine exceptionnel, ça c'est assez facile. Le monument historique, ça fait assez peu de débat, c'est un patrimoine exceptionnel. Mais là, typiquement, la photo que j'ai mise, c'est la halle de Bracieux, qui est une commune du Loir-et-Cher, qui dispose, pour la repérer, de petits panneaux marrons comme les monuments historiques, sauf que la halle de Bracieux n'est pas classée monument historique, mais elle est exceptionnelle, parce que c'est la seule halle de la communauté de communes, et pour autant, on voit bien qu'elle n'est pas classée comme étant un patrimoine exceptionnel, en tout cas aux yeux de l'État, pour l'instant. Et donc ça renvoie aussi à l'idée du patrimoine de proximité, un patrimoine qui serait plus approprié par les habitants, qui serait un patrimoine plus local, et que le PLU, comme outil de gestion locale, serait peut-être en capacité de prendre en compte si l'État ne prend pas en compte ce type de patrimoine. Alors, quelques diapositives aussi sur la façon de repérer et de qualifier les patrimoines, notamment en fonction des profils de professionnels qui vont le faire, mais aussi des questions de moyens, alors en régie ou en prestation. Donc la régie, ça veut dire que la collectivité va avoir des personnes à l'intérieur de ses services qui vont être en capacité de prendre du temps, d'aller sur le terrain, de faire des relevés. C'est en fait assez rarement le cas en vrai. On a plutôt souvent, on fait appel à des cabinets spécialisés, donc à une prestation externe avec des méthodes différenciées et avec un but aussi. On peut, dès lors qu'on va faire du repérage, on peut déjà définir des enjeux en fait. On peut déjà dire attention, le repérage doit prendre en compte que j'ai le risque inondation, que j'ai du développement urbain. Et typiquement, l'exemple, c'est toujours la ville de La Riche ici où un repérage a été fait. C'est le service de l'inventaire qui a fait un repérage. Donc, le service d'inventaire a juste fait un repérage avec des critères sans dire il faut sélectionner, protéger ou non. Et la collectivité s'est positionnée sur la protection d'un certain nombre d'éléments. Mais l'exemple de La Riche, par rapport à mon histoire de tramway, c'est qu'il y a un tramway qui va passer dans 5 ans dans cette commune et la collectivité a fait le choix sur une rue de ne pas protéger les éléments repérés parce que justement cette rue elle est vouée à muter et il va y avoir un certain nombre de destructions. Donc ça posait bien la question de cet enjeu-là. Et puis il y a des cas, alors je vous ai mis d'autres fiches de repérage patrimoniaux, mais en fait c'est écrit petit donc on ne voit pas. Puis il y a des cas où en fait c'est moins évident. Je suis toujours sur la commune de La Riche qui a été un terrain d'étude important pour moi, et on voit bien que c'est une ville qui connaît des ruptures d'échelle, des éléments de patrimoine du 19e ou des maisons de maraîchers qui sont proches d'immeubles assez grands, d'une ZUP qui a été construite dans les années 60-70, et donc ça pose bien la question de savoir comment on place le curseur dans le repérage, comment on place le curseur dans la sélection. Est-ce que
dans ces photos, est-ce qu'on doit protéger le patrimoine ou est-ce qu'on doit au contraire se dire que là on est sur un enjeu peut-être de densification urbaine, c'est une commune qui touche la ville de Tours, donc il y a un enjeu foncier assez important, avec un tramway donc, qui va arriver, qui répercute encore plus d'enjeux fonciers. Et donc on peut poser la question de savoir si ces petites maisons de maraîchers avec rez-de-chaussée plus comble, est-ce qu'on les garde en tant que témoins du passé maraîcher de la ville, ou est-ce qu'on les démolit et on choisit de faire des immeubles plus hauts qui s'accorderaient avec d'autres immeubles? C'est assez exactement ce que le responsable de l'inventaire a dit à l'élu. Il a dit ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter. Si vous voulez raconter l'histoire d'une ville maraîchère qui a un passé maraîcher, qui a nourri Tours, il faut garder des témoins. Si vous voulez raconter l'histoire d'une ville qui évolue avec le temps, qui se modernise, qui se densifie pour accueillir des nouvelles populations, et bien dans ce cas, vous ne conservez pas forcément ces maisons-là. Donc ça dépend de la narration patrimoniale qu'on veut faire. Et puis, du PLU au PLUI, PLU intercommunal. Aujourd'hui, la Légion, c'est plutôt le PLU intercommunal. On passe à une autre dimension de la planification territoriale. On peut poser la question de l'identification, effectivement, dans le cadre d'un PLUI, j'en parlais tout à l'heure, et tenter d'embrasser toute la complexité des échelles dans un plan local d'urbanisme intercommunal, du micro au macro. Alors, un exemple rapide, sur la métropole de Bordeaux, les élus se posent la question de définir ce qu'est le patrimoine métropolitain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine métropolitain, ce n'est pas l'addition des patrimoines communaux. C'est une nouvelle catégorie qui doit fédérer les élus autour d'un projet commun. Et donc c'est extrêmement important que les différents élus s'entendent sur ce qui fait patrimoine à l'échelle de la métropole, mais pas simplement que chaque élu fasse remonter son inventaire municipal et qu'on mette à côté les uns des autres tous les inventaires municipaux. Pas du tout. Il s'agit bien de définir des critères communs, des repérages communs à l'échelle de la métropole pour définir collectivement ce qui va faire patrimoine à l'échelle de la métropole. Et donc là, on est déjà dans le projet politique, on est déjà dans l'enjeu urbain et dans l'enjeu politique de construire ensemble une intercommunalité qui ait du sens. Alors, ce n'est pas le cas partout, parfois on juxtapose un certain nombre de choses. Alors tout ça, ça pose aussi la question des modalités de prise en compte des patrimoines dans le PLU. C'est-à-dire une fois qu'on a su identifier et sélectionner le patrimoine, ce qui est déjà une étape importante et qui prend du temps, et on a vu qu'en plus cette étape-là n'était pas simple, puisqu'il y avait plein de façons de faire, et il y avait plein d'enjeux qu'on mettait en regard sur la sélection patrimoniale, se pose ensuite la question de savoir comment on protège ce patrimoine. Alors là, on va rentrer un peu dans le dur du dur, c'est-à-dire dans les dimensions un peu juridiques, mais je vais être assez soft sur la question, mais on pourra aller plus loin. Alors, en fait, je pose la question de savoir si le plan local d'urbanisme, c'est un bon outil ou pas pour protéger le patrimoine, ou si il s'agit plutôt de faire glisser la protection du patrimoine sur les outils de l'État. Il y a un article particulier du Code de l'urbanisme, un outil offert par le plan local d'urbanisme, qui est l'article L151-19, et qui dispose que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser, délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. La phrase, elle est un peu longue, quand même, mais qu'est-ce que ça raconte? D'abord, ça raconte que le PLU, il peut identifier et localiser des éléments, etc., mais qu'il n'en a pas l'obligation. C'est une faculté. On ouvre la possibilité à la collectivité locale de se saisir d'un enjeu patrimonial, mais après tout, la collectivité n'est pas obligée de le faire. Bon, en revanche, si elle ne le fait pas du tout, on peut aussi lui opposer le fait qu'elle a fait un mauvais diagnostic de territoire et qu'elle n'a pas pris en compte un enjeu qui, au même titre qu'un enjeu environnemental, de mobilité, de déplacement, d'habitat, est présent et existe. Donc le juge pourrait très bien décider, je parle sous le contrôle de mon collègue dans la salle sur les questions juridiques, mais il me semble que le juge pourrait très bien décider de condamner une collectivité si elle n'a pas du tout parlé de patrimoine alors que manifestement il y en a. Mais en même temps, le degré de protection est laissé à l'appréciation de la collectivité avec ce simple petit verbe de « peut ». Il ne doit pas, mais il peut le faire. Mais effectivement, par principe, normalement, le PLU il est censé quand même parler un petit peu de patrimoine. C'est assez rare que dans une collectivité, en particulier en France, il n'y ait absolument pas d'éléments patrimoniaux, absolument pas d'éléments classés, inscrits, ou même de patrimoine plus local.
Il serait donc délicat, voire même plutôt dangereux en réalité pour une collectivité, de rester totalement silencieuse sur cette question patrimoniale, sauf à prouver qu'elle n'en possède pas, et qu'il y a consensus sur la question qu'elle n'en possède pas, ce qui n'est pas forcément une évidence. L'article L151-19 du Code de l'urbanisme ne précise pas non plus quels patrimoines peuvent être ou doivent être pris en compte, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux collectivités locales pour choisir et thématiser leurs inventaires. Il y a une collectivité, par exemple, qui pourrait dire « moi, je choisis de faire un inventaire sur le patrimoine industriel du 19e siècle parce que dans ma commune, c'est important, c'est mon projet politique, c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent. » Je peux avoir des monuments historiques gérés par l'État, ça c'est une chose, je le rappelle dans mon plan local d'urbanisme, mais en tant que collectivité, je choisis d'identifier ce type de patrimoine. Ou alors on peut avoir des collectivités qui choisissent plutôt de repérer des éléments de patrimoine dans des secteurs bien définis, bien délimités, sur lesquels on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux urbains en termes de mutation urbaine. Si je reprends l'exemple de mon tramway, je sais que si la ligne ne passe pas à tel endroit, j'ai peut-être moins d'enjeux et je peux identifier plus d'éléments et travailler sur la qualité architecturale. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas sur la qualité architecturale là où je fais passer mon tramway. Mais typiquement, si je reprends l'exemple Tourangeau, la première ligne de tramway a été l'occasion, sur le tracé, d'une densification assez massive, en particulier dans le nord de la ville. Il y a toute une avenue sur laquelle il y avait des petites maisons des années 40, pour certaines, qui ont été pour la plupart démolies. Et on a construit des immeubles plus hauts pour densifier la ville, parce que dans le corridor du tramway, le PLU ouvrait la possibilité de densifier. C'était l'enjeu du moment qui avait été défini comme étant important. Aujourd'hui, ils sont revenus en arrière dans la nouvelle version du PLU en disant on a fait des bêtises, on a trop densifié dans ces parties de la ville et finalement on n'a pas assez pris en compte la dimension patrimoniale. Ça pose aussi la question de savoir comment on va identifier ces éléments de patrimoine et leur protection dans le règlement. Et en fait, la simple application de cet article du Code de l'urbanisme, la traduction qu'on en fait, elle n'est pas si évidente. Alors je vais essayer d'être assez synthétique et assez clair sur le dur du dur, mais on va un peu entrer dans des questions de zonage, de règlement, de trucs un peu juridiques. Alors là, je vous remets, une fois n'est pas coutume, le PLU de l'Ariche, parce que je l'ai pas mal étudié, dans lequel, par exemple, on utilise l'outil du zonage pour identifier les éléments de patrimoine à travers une zone UP, urbaine patrimoniale. La zone U, c'est une des zones urbaines. Et donc, on prend en compte explicitement les thématiques patrimoniales dans une zone dédiée à ça. Et donc, ça permet de localiser des espaces dans lesquels il y a des éléments de patrimoine importants. Néanmoins, l'absence d'une zone urbaine patrimoniale dans le PLU ne signifie pas pour autant que le patrimoine est absent des autres zones. On peut avoir des zones urbaines, des zones U, dans lesquelles on va prendre en compte le patrimoine sans pour autant le distinguer en tant qu'espace, en tant que zonage à valoriser. Ça peut être des choses beaucoup plus ponctuelles. On peut prendre à l'échelle de l'immeuble. On peut raisonner à l'échelle de la zone, à l'échelle de l'immeuble. Et ça, effectivement, le PLU est capable de le faire. C'est-à-dire qu'on est à la fois, et on peut même faire les deux en même temps, on peut à la fois dire qu'il y a une zone urbaine patrimoniale et à l'intérieur de cette zone urbaine patrimoniale, identifier en plus des immeubles à protéger. Et donc on peut créer des niveaux hiérarchiques de protection allant du simple repérage ou dans un règlement assez soft qui dit attention à ce que vous faites, il y a des éléments de patrimoine, à quelque chose de beaucoup plus fin à l'échelle de l'immeuble où on va être capable de définir des prescriptions assez précises. Donc on a repéré, nous, dans le programme de recherche, un certain nombre de façons de faire. Alors j'ai mis un peu les plus systématiques. Donc par exemple, des étoiles dans les zonages de PLU qui peuvent être des éléments de patrimoine repérés. Avec une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'échelle normée, pas de légende normée à l'échelle nationale, et donc une diversité de pratiques dans la représentation graphique du patrimoine. Alors que dans les outils de l'État, en particulier dans les sites patrimoniaux remarquables avec plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'échelle elle est normée à la légende décidément, elle est normée à l'échelle nationale. Donc là, c'est pas le cas. Et puis, pour être plus clair avec les habitants, et ça c'est ce que vous allez vous retrouver le plus souvent dans les plans locaux d'urbanisme, on fait des fiches patrimoine qui ont plusieurs objectifs, qui ont d'abord un objectif pédagogique. Donc là par exemple, j'ai mis un exemple de fiche sur un PLU d'une commune du 95, où on a une photo de l'immeuble, sa localisation, sa description, et on dit pourquoi il est intéressant dans le milieu du patrimoine.
Et là, en fait, on voit que ces fiches patrimoniales, elles sont très diverses, plus ou moins prescriptives, plus ou moins précises, et pas placées au même endroit dans le PLU. Et ça, pas du tout le même sens. À gauche, par exemple, la fiche sur le PLU d'Aubonne, on est sur une fiche assez informative. À droite, même si vous ne le voyez pas beaucoup, j'ai repris une fiche du PLU de la Riche, qui à la fois en haut, dans la partie haute de la fiche, explique pourquoi on a pris en compte cet élément de patrimoine, en quoi il est intéressant, et en bas, toute la partie en bas, c'est une partie de réglementaire, prescriptive, assez précise sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Ce que ne fait pas, par exemple, la fiche informative à gauche. Et puis en fonction d'où on met la fiche, alors j'ai essayé de faire un petit schéma le plus clair possible, ça n'emporte pas les mêmes conséquences juridiques. Par exemple, si on place la fiche dans le corps du règlement, c'est-à-dire à l'intérieur du règlement, eh bien, cette fiche acquiert une valeur réglementaire. Si on la place en annexe du règlement, elle acquiert un caractère informatif. Et devant le juge, ça fait une petite différence. La fiche donc, peut être purement descriptive, sans incidence juridique, ou très précise. Elle peut même n'apparaître que dans le rapport de présentation ou dans des cahiers annexes au rapport de présentation du PLU, ce qui n'a pas de valeur juridique en tant que tel, qui est vraiment là pour informer ou pour aider l'instructeur des autorisations d'urbanisme à appliquer le règlement. Elle peut comporter des prescriptions ou des recommandations. Alors la différence, elle est très simple. Une prescription, vous devez faire quelque chose. Une recommandation, on vous engage à le faire, on vous conseille de le faire. Ce serait quand même bien mieux si vous le faisiez. Je pense que l'architecte de Bâtiments de France pourra nous parler de cette distinction entre la prescription et la recommandation, qui parfois est très subtile. On essaye parfois, dans les PLU, de faire passer des recommandations pour des prescriptions, ce qui n'est pas autorisé en réalité, ou alors des prescriptions qui sont très floues et qui pourraient s'apparenter à des recommandations. Donc on voit qu'il y a plein de subtilités, en fait, sans entrer dans le détail, qui existent dans le plan local d'urbanisme et qui demeurent donc un outil à géométrie variable pour la collectivité, assez malléable. Le règlement littéral, c'est-à-dire le règlement écrit, celui auquel vous vous référez la plupart du temps quand vous avez des projets de construction, là aussi peut comporter différentes règles pour le patrimoine. Et donc cette règle va pouvoir être exprimée de différentes manières. Alors elle va concerner l'aspect extérieur des constructions, les volumes, les formes, les matériaux, les couleurs, les menuiseries, etc. Les modifications du bâti existant, les surélévations, les annexes, la démolition, ou les espaces libres avec des plantations à préserver ou à créer. Sauf que la façon d'écrire la règle, alors j'essaie de mettre quelques exemples, eh bien là aussi va définir une intensité juridique qui va être variable. Par exemple, on peut avoir des règles impératives. Les soubassements, les encadrements d'ouverture, les chaînages ainsi que les autres éléments de monnaie nature doivent être conservés. Ça c'est clair, ça doit être conservé. La pente du toit ne peut pas être supérieure à 60 degrés, etc. On peut aussi avoir des règles plus permissives. Le maintien des espaces boisés doit être recherché. On voit qu'il y a une petite nuance. Ça ne doit pas être conservé, mais on doit le rechercher. Donc à partir du moment où vous avez montré que vous l'avez recherché, même si vous dites j'ai pas pu, c'était pas possible, mais j'ai cherché à le faire, ça peut passer. Les essences locales doivent être privilégiées. Les constructions en briques de tradition sont, dans la mesure du possible, conservées. Donc là, vous voyez tous ces termes en fait qui apportent un peu de subtilité juridique dans l'application de la règle. Et puis il y a aussi l'interprétation qu'on fait de la règle, en particulier sur les règles qualitatives. Alors, autant sur les règles quantitatives, la hauteur du toit, etc. C'est facile. Hein. Vous prenez 1 mètre, vous mesurez, c'est bon ou c'est pas bon. Sur les règles plus qualitatives, c'est beaucoup plus compliqué. Les constructions d'architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdites. Reste à définir ce que ça veut dire, une construction archaïque. On évitera l'architecture intempestive et provocatrice. Alors ça aussi, ça reste à définir. Qu'est-ce que c'est que l'architecture intempestive et provocatrice ? À titre personnel, je ne sais pas du tout. Parce qu'il y a des choses qui, moi, peuvent me plaire, qui ne vous plairont pas, et inversement. Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue. Alors tout ça, on voit bien quelle est l'idée derrière. L'idée, c'est que si vous avez une rue avec des maisons d'un ton ocre, qui sont dans toute la rue, vous n'allez pas faire une maison verte. C'est ça l'idée derrière. Mais ça peut être interprété parfois avec des petites subtilités. Donc le droit est sans surprise, je ne suis pas juriste donc j'ai d'autant plus de facilité à le dire, imparfait. C'est un outil totalement imparfait. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de débats sur la règle en urbanisme, sur l'application de la règle, sur son interprétation. Et c'est ce qui mène aujourd'hui à réfléchir en termes d'urbanisme de projet. Et ça vaut aussi pour le patrimoine. Pour l'anecdote,
la communauté de communes du Grand Chambord. Alors, je ne vous situe pas ce que c'est que Chambord, hein, c'est quand même un gros château. La communauté de communes du Grand Chambord a mis en place un règlement d'urbanisme dans ses centres-bourgs, avec l'idée de protéger le patrimoine dans les centres-bourgs. Et pour le faire, la règle à l'intérieur des centres-bourgs est beaucoup plus permissive qu'elle ne l'est à l'extérieur. Alors ça pourrait être totalement contre-intuitif. On pourrait dire, attendez, et d'ailleurs, collègues juristes ont dit, mais ça ne va pas tenir. Si la règle elle est moins forte là où vous voulez protéger le patrimoine que là où vous ne voulez pas le protéger, ça ne marchera pas. L'argumentaire de la collectivité, c'est plutôt de dire, on va négocier le projet intelligemment. Parce que parfois, une règle trop forte, elle empêche de faire des projets intelligents, des choses qu'on n'avait pas prévues quand on l'a écrite. Et finalement, parfois, il y a des pétitionnaires qui arrivent avec des projets extrêmement bien ficelés, extrêmement intelligents, qui sont dans le respect du patrimoine, mais que la règle ne peut pas autoriser. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir le débat et d'ouvrir le dialogue entre la collectivité territoriale, le représentant de l'État, si on est dans des abords de monuments historiques, et puis le pétitionnaire. Et parfois, ce dialogue à 3 voix, ou même parfois à 2 voix, ne se fait pas le plus facilement du monde. Ça dépend des cas. Ça ouvre aussi la question de l'accompagnement des habitants. Comment on accompagne l'habitant dans ses démarches et dans la protection du patrimoine. On peut se faire accompagner par des CAUE, donc des conseils en architecture, urbanisme, environnement, qui prodiguent des conseils gratuits. On peut se faire accompagner par les architectes des bâtiments de France. Là, je vous fais de la publicité gratuite. Et c'est gratuit aussi, évidemment. Et on peut aussi se faire accompagner, évidemment, par les services instructeurs de la collectivité. Ça permettra à notre ami pétitionnaire qui veut faire des travaux sur sa maison eh bien, de mieux comprendre la règle qu'on lui impose, les injonctions du service instructeur, les injonctions parfois de l'architecte des bâtiments de France qui ne sont pas toujours comprises, et donc d'ajuster au mieux son projet. Et plus on le fait en amont, de façon concertée, plus le pétitionnaire il va comprendre pourquoi on lui demande des règles assez précises sur la question patrimoniale. Et tout ça peut s'accompagner aussi de ce qu'on appelle les outils du droit souple, c'est-à-dire des outils d'un droit qui en est un sans en être un. C'est tout ce qui va accompagner les règlements. Alors des schémas, ça peut être des croquis, ça peut être des chartes aussi. Alors là, je vous ai mis un exemple de guide des devantures commerciales à Pau dans le 64 qui nous dit en fait comment bien faire sa devanture commerciale. Mais en même temps, c'est pas réglementaire, c'est plutôt de l'ordre du conseil, mais ça permet aux commerçants d'anticiper les avis qui pourraient être donnés sur sa devanture et de faire au mieux. À droite, c'est un extrait d'un document d'une AVAP, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui là aussi explique de façon pédagogique à travers un bloc diagramme comment bien implanter sa construction par rapport aux coteaux. Et c'est difficile dans un règlement écrit de dire comment on doit bien faire les choses. Donc ces outils, ils ont le mérite, à mon sens, de bien faire comprendre aux habitants quels sont les enjeux de la règle, et puis aussi quels sont les enjeux du patrimoine. Parce que je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que la question vous intéresse, mais il y a des gens qui veulent faire des extensions, une surélévation, etc., qui n'ont pas la sensibilité patrimoniale, ou en tout cas qui, c'est pas du tout méchant de dire ça, mais qui sur le moment, sur leur propre bien, n'ont pas cette sensibilité patrimoniale. Ils vont dire, mais moi je vois pas où est le problème de faire une véranda, quand d'autres pourraient voir le problème en disant, mais ça va défigurer la maison, ou vous allez mettre des fenêtres en PVC, alors ça c'est mon cheval de bataille, vous allez mettre des fenêtres en PVC avec un coffrage extérieur et ça va complètement dénaturer votre façade. En même temps, je prends toujours cet exemple et je le trouve assez parlant, on a aussi une injonction contradictoire aujourd'hui de faire des économies d'énergie dans le bâti, de faire de la rénovation thermique, de faire de l'isolation thermique par l'extérieur, parce qu'il faut économiser l'énergie alors qu'on est dans une crise climatique majeure. Et donc il y a un certain nombre de personnes, et je pense qu'on en connaît tous dans nos entourages, qui ont changé leurs fenêtres bois pour mettre du double vitrage et puis qui parfois ont fait de l'isolation thermique par l'extérieur, etc., sans forcément demander d'autorisation parce qu'on ne leur a pas dit et qu'ils ne le savent pas, et qui vont complètement dénaturer leur façade. Et c'est très dommage. Mais si on leur explique bien en amont qu'ils habitent dans une zone où le patrimoine est un enjeu, que la dimension patrimoniale du quartier elle est importante, et que du coup cette dimension patrimoniale elle amène à des règles, mais qui ne sont pas faites pour les embêter, mais qui sont faites pour qu'on garde une cohérence urbaine, qu'on garde une cohérence dans l'architecture et qu'on puisse protéger au mieux le patrimoine, ben là ils vont pouvoir se poser la question différemment. Et donc,
on entre un peu, à mon sens, sur cette question du projet, en fait, d'essayer de caler la protection du patrimoine avec la question du projet, et pas seulement de dire la protection du patrimoine, c'est un dogme, on doit le faire, c'est comme ça, mais de plutôt expliquer aux habitants comment on fait dans le respect de l'existant. L'existant qui d'ailleurs parfois n'est pas patrimonial, hein, mais on prend en compte, alors il y a un article du Code de l'urbanisme, le R111-27, qui justement est attaché à cette prise en compte de l'existant, de l'environnement existant, et on doit montrer comment son projet prend en compte l'environnement existant, qu'il soit patrimonial ou non. Mais a fortiori, quand il est patrimonial, l'enjeu il est encore plus fort. Comment on s'insère dans la rue. Alors j'ai mis plein de petites illustrations qui viennent d'un jeu sur l'urbanisme patrimonial qu'on a créé avec un collègue. Et vous voyez que par exemple notre dessinateur, dans son projet d'extension, typiquement, ça ne respecte pas vraiment l'existant, à mon sens. Bon, je pense qu'on peut en débattre, mais je crois que on ne respecte pas la hauteur, on ne respecte pas le matériau, etc. Mais pour autant, lui, quand il l'a dessiné, par exemple, il trouvait ça bien. Parce que, est-ce qu'il n'a pas l'acculturation? Est-ce qu'il n'a pas l'explication de pourquoi ça ne respecte pas? Encore, il y a des cas où le débat est ouvert. On a fait des sorties de terrain, où il y avait des éléments d'architecture moderne, contemporaine, où l'architecte des bâtiments de France, lui, était OK en disant que ça respectait très bien l'ambiance de la rue, quand d'autres experts qui étaient présents dans la sortie étaient outrés que ça ait pu être autorisé à une époque, en argumentant que ça ne respectait pas. Donc le débat, il reste ouvert. Donc, pour finir, parce qu'à un moment donné, je vais conclure, il faut raccrocher l'idée du patrimoine au projet. Et donc, on peut légitimement poser la question de savoir si le PLU, le plan local d'urbanisme, en tant qu'outil qui va gérer l'évolution urbaine, c'est bien l'outil du projet urbain. Et que donc, le patrimoine a toute sa place dans le PLU, puisque c'est l'outil du projet. Et on revient un peu à l'idée de départ, c'est-à-dire que le PLU, c'est bien l'outil du projet, et considérer le patrimoine comme une des facettes du projet, c'est faire du patrimoine un outil du projet. C'est ce qu'avait défendu la Fédération nationale des agences d'urbanisme dans son colloque de 2015, qui disait le patrimoine territorial en projet. C'était bien cette idée de faire du patrimoine un élément de projet, et pas seulement un élément qui est là, qu'on doit protéger, et qui potentiellement va embêter les projets. En revanche, le choix des outils qu'on va mettre en place, un PLU, un outil de l'État, une règle très forte, une règle permissive, juste une information, et bien là, ça révèle des stratégies d'acteurs locaux sur la dimension juridique. En conclusion, retenons quand même que si le patrimoine peut être contraignant pour les propriétaires, c'est souvent ce qui ressort quand on interroge des propriétaires, je suis désolé, mais l'ABF n'est pas souvent appréciée par les habitants, sauf quand ils ont compris à quoi il servait. Le droit est là pour veiller que les choses se fassent dans le respect d'eux, tout simplement. Et que les patrimoines trouvent bien leur place dans le PLU, mais pourraient très bien la trouver dans un autre outil. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du plan local d'urbanisme pour prendre en compte les patrimoines. D'autres outils le font aussi très bien. Le PLU a de la souplesse, néanmoins. Ça reste à relativiser. Et tout est question de dosage, c'est-à-dire où est-ce qu'on place le curseur dans le repérage, dans l'identification du patrimoine, et où est-ce qu'on place le curseur dans la règle, au regard des différents enjeux du territoire dont on a pu discuter. Au final, donc, le PLU vient gérer le cadre de vie, et on observe d'ailleurs un glissement sémantique dans certains PLU vers le cadre de vie. Un exemple sur la dernière version du PLU de Tours, on protège des quartiers de cohérence urbaine. Alors, c'est des quartiers, par exemple, des années 60, avec des lotissements très cohérents du point de vue de la construction. Et l'idée, c'est d'éviter que les propriétaires fassent des extensions de vérandas, de garages, etc., qui viendraient dénaturer cette harmonie urbaine. Pour autant, ce n'est pas du patrimoine. Ce n'est pas des éléments reconnus comme ayant une valeur patrimoniale, mais on a quasiment les mêmes règles, alors pas tout à fait, mais on a des règles assez similaires pour protéger la cohérence urbaine. Donc on voit bien qu'il y a un glissement sémantique entre le patrimoine, le cadre de vie, la cohérence architecturale et urbaine. Et retenons aussi, et je finirai là-dessus, que le droit ne fait pas tout et que le dialogue, la compréhension du milieu dans lequel on se trouve sont des éléments extrêmement importants et que pour ça, il faut mettre des moyens sur la connaissance du patrimoine, sur la compréhension de
qui sont les acteurs, pourquoi chaque acteur a des prérogatives qui lui sont propres, une formation qui lui est propre, et finalement, quand on arrive à ouvrir le dialogue et quand on arrive à ouvrir le débat avec les acteurs, eh bien c'est là où on arrive à négocier la règle, à négocier le projet et à faire du patrimoine un outil de projet. De ressources, si vous voulez aller plus loin. Alors, d'abord, j'ai ramené un certain nombre de plaquettes que je pourrais vous mettre à disposition tout à l'heure. Il faudrait d'ailleurs m'en débarrasser parce que je ne compte pas revenir avec, pour être tout à fait honnête, sur le programme de recherche. Alors, il y a une plaquette format A4 plutôt grand public et un petit livret plutôt à destination des acteurs de l'urbanisme, qui va un peu plus loin dans le débat. Et puis, une chaîne sur Canal U, qui est l'équivalent du YouTube pour les universités, pour aller vite, sur laquelle on a un documentaire d'une 30aine de minutes qui vient résumer ce que je vous ai raconté, mais avec des interviews, avec des plans, des images, des cartes, etc. Des entretiens, des balades urbaines. Enfin, vous trouverez une ressource assez importante sur cette chaîne-là. Merci à tous. Je cède la parole. Bonjour et merci de m'accueillir. Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, je viens de prendre mon poste dans la Marne le 1er septembre. Voilà, après avoir passé 8 années en Haute-Marne sur un poste similaire, mais dans un département un petit peu moins urbain pour le coup. Voilà, donc, mais ce qui n'empêche qu'on peut parler d'urbanité un peu différente. Alors, pardonnez-moi, puisque j'ai eu quelques petits soucis informatiques, donc je n'aurai pas de support. En revanche, je vais me permettre de me servir d'une diapo que je trouvais assez intéressante au début, qui était la petite frise chronologique, dont je vais lâchement me servir. Voilà, ce que je souhaitais déjà dans un premier temps, voilà, c'est celle-là. Alors, c'est la bonne? Non. Comment je mets? C'est ça? Non, perdu. C'est pas ça. Non, si, c'est bon? Ah ben, c'est parce que ça n'a pas prêt. Bah. Voilà. Tout d'abord, effectivement, c'est vrai que vous avez pu entendre un petit peu, comment dire, au démarrage, que la notion de patrimoine, eh bien, ça relève tout un tas de notions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on peut mettre dans la notion de patrimoine, bien évidemment, nous avons des bâtiments du bâti dur, des monuments plus ou moins emblématiques. Voilà, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui en est un, mais ça peut recouvrir également une notion sur du patrimoine qu'on va dire beaucoup plus banal, du bâti peut-être moins emblématique, ou en tout cas peut-être moins parlant. On peut avoir du bâti industriel, on peut avoir des usines, on peut avoir bien évidemment des objets, des jardins, des paysages. Bref, aujourd'hui, tout peut être mis dans la case patrimoniale. Le tout, c'est ce que l'on en fait. Mais néanmoins, pour en revenir un petit peu à notre sujet du jour, je souhaitais déjà dans un premier temps vous faire un point sur, en tout cas, les outils réglementaires que nous utilisons, en tout cas pour l'architecte des bâtiments de France que je suis. Je ne sais pas si vous m'entendez tous d'ailleurs, mais voilà, je n'ai pas toujours le bon retour. Et puis ensuite, vous expliquer un petit peu, éventuellement et d'une manière très pragmatique, un petit peu comment on s'en sert, et puis quel peut être notre rapport et notre manière de travailler sur ce patrimoine dans l'urbain. Alors finalement, cette frise tombe à propos, puisque ça va me permettre de resituer un petit peu l'ensemble de notre action, en tout cas. Alors, un petit peu avant le début de la frise, vous aviez déjà des repérages de monuments historiques. C'était tout au cours du 19e, nous avions les fameuses listes, parmi lesquelles de nombreuses cathédrales. Alors ça, à partir de 1840 jusqu'encore la fin du 19e. Et puis,
Très rapidement, on s'est rendu compte que de pouvoir faire une loi un peu plus spécifique sur la protection de nos monuments historiques pouvait être intéressante. C'est un petit peu la loi donc, de 1913, qui est la première date que vous avez sur la frise chronologique, qui, elle, avait pour but de repérer un petit peu plus systématiquement tout ce qui pouvait être patrimoine. Patrimoine bâti à protéger, monument historique, avec notamment la distinction des édifices classés et des édifices dits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Parce qu'en fait, les premières listes étaient un peu complètes, donc on a fini par rajouter des monuments qui, certes, étaient peut-être moins intéressants que les tout premiers, mais qui finalement méritaient quand même qu'on s'y attarde. Donc on a fait cet inventaire supplémentaire. Aujourd'hui, on a à peu près cette même distinction entre les classés restent toujours classés, ce qui était un inventaire supplémentaire devient un monument dit inscrit. En gros, on va essayer là aussi de repérer un petit peu l'intérêt à la fois pour du classé sur un niveau national et sur de l'inscrit sur un intérêt de niveau régional. Voilà, donc on va faire toujours pareil. L'exemple tout à l'heure de la ferme du 17e dans la commune ou dans l'intercommunalité relève du même principe. Voilà, tout dépend le focus au niveau duquel on se place. Cette loi de 1913, elle ne protégeait exclusivement que les monuments en tant que tels. Et puis on s'est rendu compte quand même que, disons, toute cette histoire des protections, tout ce fil de vie, finalement, reflète à chaque fois d'un intérêt, d'un questionnement permanent sur la justesse des protections et sur l'intérêt grandissant que ce qu'on pouvait avoir autour. Et donc, c'est ce que vous avez l'étape suivante, qui est donc 1930, qui est toute la loi sur les abords et les sites. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un monument, c'est très bien, sauf que voilà, c'est pas quelque chose qu'on met sous cloche. Alors en pleine campagne, c'est pas forcément très visible, mais par exemple un monument comme la cathédrale, voilà, on peut pas ici l'imaginer sans ce qui se passe autour. Donc on s'est rendu compte de l'intérêt de pouvoir protéger également, protéger tous ces abords. On a eu également, dans le même principe, les protections au titre des sites. Alors là, on s'est intéressé à la fois un peu plus aux sites inscrits, aux sites classés, enfin à la fois des sites naturels, mais également des sites urbains. Il faut savoir que les premiers centres anciens repérés et protégés, entre guillemets, alors pas forcément avec un règlement pour une fois, mais au moins avec un indicateur qui permettait d'indiquer l'intérêt de ces éléments, était repéré comme site inscrit. Ça a été le cas. Alors je vais vous donner quelques exemples plutôt au Marnais que je maîtrise plus. En Ivry-Cuitan, ça laisse des traces. Les centres anciens, par exemple, de Langres et de Chaumont étaient jusque très récemment encore protégés par un site inscrit. Alors, site qui produisait plus ses effets après, mais voilà, c'était une première manière de repérer un petit peu ces éléments de centres anciens. Il y en a eu d'autres ailleurs, bien évidemment. Donc vous voyez qu'on est parti déjà du monument, on a commencé à aller un petit peu aux abords et puis de prendre un petit peu du bâti un peu cohérent. Et bien tout ça aboutit en 62 sous le ministère d'André Malraux à la loi dite des secteurs sauvegardés, c'est-à-dire qu'on a commencé à repérer certains sites, certaines communes, certains centres historiques anciens pour leur intérêt, leur cohérence et tout ce que ça pouvait représenter, aussi bien sur des extérieurs que des intérieurs. On a compté encore sur les anciennes lois secteurs sauvegardés, on a été jusqu'à une centaine de secteurs sauvegardés. Alors aujourd'hui, sur la nouvelle formule, Reims également est engagé dans une démarche de secteurs sauvegardés. Je reparlerai peut-être un petit peu après, mais
qui là aussi démontre un petit peu l'évolution qu'on a pu avoir sur l'appréhension et la prise en compte du patrimoine et cette évolution justement des repères et des éléments de valeur. Ces secteurs sauvegardés, ils s'intéressent aussi bien à l'extérieur des bâtiments, mais également à l'intérieur des bâtiments. Pour reprendre encore un exemple haut-marnais, la commune de Langres, toujours la même, après avoir eu son site inscrit sur le centre-ville, s'est doté d'un secteur sauvegardé dans les années 80, qui était d'ailleurs l'un des premiers secteurs sauvegardés en France, et qui concerne l'ensemble de la ville close, la ville intramuros entre les remparts. Et puis finalement, vous voyez qu'on s'occupe un petit peu de la ville, mais on s'occupe aussi un petit peu, on commence à y réfléchir un petit peu, et on se dit, mais après tout, la ville, certes, c'est la partie bâtie, mais une ville, elle s'est aussi étendue un petit peu à l'extérieur de ses remparts. On a continué à créer la ville au-delà, c'est-à-dire qu'on continue à recréer de la ville, on recrée également un patrimoine de demain, et puis les critères qu'on pouvait avoir, par exemple, entre les premières protections 1913 et puis les outils des années 90, donc les ZPPUP, alors pardon pour tous ces acronymes barbares, le ministère en est friand, les ZPPUP qui étaient donc les zones de protection de l'architecture, protection du patrimoine architectural urbain et paysager, à force je ne sais plus les utiliser, mais bon, qui elle avait à la fois le mérite de référencer d'une manière un peu différente, c'est ce que vous avez pu voir aussi sur l'exemple du PLU patrimonial, à la fois des bâtiments pour ce qu'ils étaient pour leur contenance, mais également pour ce qu'ils représentaient, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien avoir de l'intérêt architectural que de l'intérêt urbain. Si je prends un exemple des cités minières du Nord, en tant que telles, ces petites maisons individuelles en briques ne représente pas forcément une architecture extraordinaire prise en unicum. En revanche, tout l'alignement des rues représente une vraie image de la ville. Et donc, ce sont des choses que là aussi, on a commencé à appréhender dans la prise en compte du patrimoine. Et là, pour le coup, effectivement, il s'intéresse également à l'urbain. Et puis, les deux dernières étapes que vous voyez sur la frise sont les évolutions finalement des ZPPUP. Les AVAP, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ont pris en compte la partie volet développement durable. Et depuis la loi pour la création, la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, dite LCAP, de 2016, nous avons créé un outil qui rassemble les deux précédents, à savoir les secteurs sauvegardés et les AVAP, qui sont devenus deux parties de nos nouveaux sites patrimoniaux remarquables, qui, suivant le règlement qui va s'y appliquer, va pouvoir concerner les extérieurs, mais aussi les intérieurs. Et là, pour le coup, on va essayer d'avoir, dans ces éléments de repérage, quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus adapté, un outil vraiment qui reflète plus la réalité du terrain et les intérêts des uns et des autres. Voilà. Pour rappel, ces derniers outils, sites patrimoniaux remarquables, sont réalisés en comaîtrise d'ouvrage avec les collectivités et l'État. Du coup, je reviens sur notre fameuse évolution à Reims, où Reims est connu certes pour sa cathédrale, certes pour son palais du Thau et sa basilique Saint-Remy, qui sont labellisés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi et surtout pour son patrimoine de la reconstruction et tout son patrimoine art déco. Un patrimoine qu'on a un peu laissé de côté, qu'on a peut-être trouvé pour certains initiés extrêmement intéressants, et puis qu'on a vu un peu disparaître. Mais finalement, on a commencé à prendre en compte un petit peu toute la richesse, cette richesse patrimoniale, pour ressortir le terme, que représentait tout cet ensemble relativement cohérent d'immeubles
d'une époque reconstruction, à la fois sur les modes constructifs, sur les modes de vie, sur les distributions intérieures, sur des décors, sur des éléments de façade, sur la manière d'occuper l'espace, l'interaction avec la rue, etc. Et donc voilà, on a donc cette démarche qui est en cours aujourd'hui sur la commune de Reims. Donc le site patrimonial a été créé de mémoire en début d'année. Il nous restera donc l'étape, là aussi, des fameuses fiches à l'immeuble. Alors là, c'est pour les Rémois, vous risquez de voir débarquer les bureaux d'études prochainement. Alors ça va être assez long pour faire tout le secteur du secteur sauvegardé, tout le périmètre du secteur sauvegardé. Mais néanmoins, de ces fiches à l'immeuble, ça permettra de prendre en compte un petit peu l'état de conservation de ce qu'il y reste. Et puis, de là, permettra également de définir des règles communes de gestion de ces immeubles. Voilà, puisque, encore une fois, le patrimoine, en tout cas le patrimoine d'hier, on le garde, mais il vit encore aujourd'hui. Et ce qu'on construit aujourd'hui est le patrimoine de demain. Voilà, donc l'idée est de savoir comment on arrive toujours à faire vivre la ville, toujours à maintenir ces éléments patrimoniaux, et comment on travaille un petit peu avec tout ça aujourd'hui. J'aurais quelques éléments à rajouter sur cette frise. Voilà, je l'ai très rapidement évoqué. On a aussi des éléments qui sont également liés au patrimoine urbain, qui sont les labels UNESCO, les labels au patrimoine mondial. Il faut savoir qu'ici, le département est assez bien doté, parce que, outre les trois monuments que nous répétons depuis tout à l'heure, nous avons également les caves, coteaux, maisons de champagne, qui est la dernière protection, et puis une qu'on a peut-être tendance un petit peu à oublier sont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec quelques édifices également qui ponctuent le territoire qui ponctuent les chemins sur le territoire, comme par exemple la basilique de l'Épine ou la collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons. Donc là, ce sont des outils qui étaient assez stricts, comment dire, peut-être peu perméables. Néanmoins, ce qui est toujours assez important, c'est qu'avant de basculer dans le monument historique, nous avons quelques outils qui nous permettent également de repérer, ou en tout cas de mettre des marqueurs. Alors, outre les petits marqueurs qu'on peut avoir dans les différents outils de gestion que sont les PLU patrimoniaux ou nos sites patrimoniaux remarquables, le ministère a mis en place, alors ça a été créé à l'origine sous label patrimoine du XXe siècle, qui s'adressait prioritairement aux immeubles de moins de 100 ans, qui n'étaient peut-être pas encore dignes d'être monuments historiques, mais pour lesquels le ministère mettait au moins un accent pour qu'on puisse se dire, ben voilà, dans quelques années, on se reposera la question de savoir si ça mérite une protection au titre des monuments historiques ou pas. Ce label est depuis devenu, puisque nous avons un peu dépassé la fin du XXe siècle, est devenu architecture contemporaine remarquable, mais globalement, l'outil est à peu près le même. Encore une fois, l'idée est de se poser la question, avant les 100 ans de l'édifice, de se dire, voilà, est-ce que par exemple, ça vaut le coup qu'on aille plus loin dans le régime de protection, donc certes avec plus de contraintes, mais néanmoins en soulignant que la protection au titre des monuments historiques, accessoirement, peut ouvrir droit à quelques subventions de l'État. Parmi les autres labels également qui sont toujours intéressants et mis en œuvre par le ministère, nous avons les labels jardins remarquables. Alors, effectivement, certains vont dire qu'on s'éloigne un tout petit peu de l'urbain. Pas complètement, puisqu'en fait, ici sur Reims, nous en avons quelques-uns. Ce sont des jardins qui sont repérés, alors jardins ou parcs urbains,
qui sont repérés justement par la qualité de leur dessin, par la qualité des essences qui y sont présentes, par pourquoi pas son commanditaire, la manière dont c'est intégré à la ville, la manière dont ça interagit aussi avec la ville. Et voilà donc un petit peu ces éléments sur lesquels nous travaillons un petit peu dans l'urbain. Voilà un petit peu pour cette présentation un peu exhaustive peut-être et j'espère pas rébarbative, mais des outils avec lesquels nous travaillons. Mais aussi pour vous indiquer un petit peu l'environnement dans lequel nous travaillons. Alors, il est vrai que parfois, dans le cadre de notre exercice, il y a des choses assez simples lorsqu'il y a des règlements écrits, hein, ce qui est le cas dans les sites patrimoniaux remarquables, ce qui est le cas dans les plans locaux d'urbanisme, où on a des règles écrites. Néanmoins, l'ABF a aussi le pouvoir des fois de dire non. Alors, il ne va pas contre le PLU, mais il peut être parfois un peu plus exigeant. Voilà, il peut, parce que comme nous l'a été démontré tout à l'heure, c'est très difficile de tout écrire dans des règles. La règle peut être à la fois extrêmement contraignante et du coup, elle nous bloque pour plein de projets. Elle peut être pour le coup aussi assez peu explicite, ou parfois ce qui peut se représenter par un trait de dessin, être très explicite par un trait de dessin, n'est réglementairement pas transposable. C'est un peu, je pense et j'espère, notre plus-value pour les différents projets qui nous sont présentés. Alors, pour rappel, c'est vrai que notre action s'opère à la fois sur les monuments historiques, bien évidemment, mais également dans nos abords de monuments historiques et dans les sites classés, inscrits pour lesquels nous sommes co-gestionnaires avec l'inspection des sites de la DREAL, et puis dans les sites patrimoniaux remarquables. Donc voilà, nous essayons en général, lorsque nous avons des projets qui nous sont présentés, eh bien d'accompagner au mieux le projet et de faire en sorte qu'il s'intègre le mieux dans son environnement. Alors c'est vrai que il y a quand même une part de subjectivité, ça on peut pas l'occulter malgré tout. Mais cette part de subjectivité, vous l'avez aussi chez le porteur de projet. Les quelques ABF que nous sommes, hein, puisqu'en gros vous en avez de 1 à 4 par département à peu près, nous avons par notre expertise justement ce retour et ce regard qui permet là aussi de vous accompagner au mieux. Alors parfois c'est vrai que comme tout ce qui est pris, parfois ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un peu le propre du projet et c'est ce qui fait également notre diversité. Je pense que c'est aussi intéressant qu'on ait chacun cette vision, mais l'idée est pour nous quand même d'apporter une réponse cohérente et puis une réponse la plus adaptée au contexte. Et parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté, on peut avoir des projets qui ne répondent pas à la règle et qui sont extrêmement intéressants, et à l'inverse, on peut avoir des projets qui répondent stricto sensu à la règle et qui ne présentent absolument aucun intérêt. Voilà. Parfois, ça joue sur quelques petits détails. Et voilà, j'ose espérer que notre apport permet de faire en sorte qu'un projet sorte un tout petit peu de l'ordinaire. Qu'ajouter d'autre encore? Plein de choses, on pourrait encore ajouter plein de choses. Notre interaction, justement, pour revenir un petit peu sur la gestion de l'espace urbain, eh bien, elle se fait également par notre participation également lorsqu'il y a l'élaboration de ces documents d'urbanisme. On est parfois là aussi pour rappeler un petit peu quelques éléments, pour titiller, pour là aussi avoir quelques repérages un petit peu aiguisés sur certains patrimoines.
Encore une fois, tous ces documents de gestion ne sont pas exclusivement issus de notre unique cerveau. Bien évidemment, c'est un ensemble entre des chargés d'études, entre les élus, entre les associations locales, entre les habitants, etc. Donc l'idée étant toujours d'essayer de co-construire, en tout cas, pour essayer de refléter un petit peu au plus près de la réalité ce qu'on pourrait appeler un patrimoine commun et partagé. Voilà, je pense que j'ai rapidement un peu brossé, mais enfin néanmoins je reste à disposition comme les autres intervenants pour quelques questions qui pourraient vous venir, sur lesquelles j'aurais été peut-être moins précis ou sur des sujets, tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder. Voilà. Merci à Arnaud. Pour respecter les conditions sanitaires, on vous demandera de poser vos questions à voix haute aux intervenants. Voilà. Du coup, je vous laisse mettre. Peu importe, je vais en prendre une. Oui, peu importe. Donc nous nous remasquons. J'essaierai de parler un peu plus fort. Les questions sont ouvertes, du coup. Alors, je vous remercie. Et je m'attendais à ce qu'on parle effectivement de cet immeuble-là. Je ne sais pas pourquoi.
Déjà, pour repréciser un petit peu pour celles et ceux qui n'avaient pas, parce qu'on a un peu évoqué la question de co-visibilité, déjà, c'est une notion toute simple, hein. Enfin toute simple, pas si simple que ça, puisque c'est lorsque le lieu du projet est visible conjointement avec le monument, soit depuis le monument, soit depuis le lieu du projet, soit depuis tout point de l'espace public, les deux simultanément. Cette notion de covisibilité, elle disparaît dans un secteur patrimonial remarquable. Elle disparaît également lorsque nous avons pu retravailler les périmètres de monuments historiques. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais la loi de 2016 nous a permis de retravailler un petit peu différemment nos périmètres de monuments historiques, ce qui a le mérite d'être beaucoup plus clair, comment dire, vis-à-vis du porteur de projet, c'est-à-dire que c'est bien de savoir si on est dedans ou pas. C'est vrai que ce n'était pas facile de savoir si on était en co-visibilité ou pas, puisque co-visibilité égale avis conforme, donc obligatoire. Non co-visibilité valait avis simple, donc avis de recommandation. Ces nouveaux périmètres nous permettent de dire, voilà, on est dedans ou on n'est pas dedans, point. Ça, c'était l'introduction. Concernant les travaux qui ont pu être faits à côté, eh bien ça aussi, c'est parfois un petit peu comment dire, là aussi, l'interprétation, la subjectivité peut-être de l'architecte, des Bâtiments de France. Le rôle n'est pas facile, de toute façon. D'un côté, on peut se dire, voilà, on a laissé bâtir un blocos qui n'est pas terrible ou qui n'est pas forcément adapté pour les uns. De l'autre, on peut dire aussi, puisque je suis architecte des Bâtiments de France, mais architecte avant tout aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi quelques confrères architectes qui nous disent « mais vous bridez toute création architecturale ». C'est le dur exercice, c'est notre dur exercice quotidien. Alors, on n'est pas tous les jours confronté à des projets comme celui-là, hein, ça c'est... mais parfois, on a des projets qui sont parfois un peu plus structurants sur des axes particuliers. Alors, comme vous le rappeliez, ici, enfin à l'époque où ça a été construit, nous avions le régime du plan local d'urbanisme qui fixait certaines règles, aussi bien de hauteur de matériaux, de proportion des ouvertures, etc., de teintes, de tonalité. Et nous étions également dans le régime de la covisibilité. Je pense que c'est là aussi, encore la manière dont a été instruit le dossier. Voilà, souvent, on n'a pas un dossier qui passe dans nos locaux sans avoir été à minima regardé, éventuellement, quand il est d'importance comme ça, retravaillé, ou en tout cas... C'est vrai que ce que vous voyez, vous, c'est le résultat final. C'est très difficile pour chacun des projets de dire voilà d'où on est parti et voilà où on arrive. J'ai eu plusieurs projets sur lesquels... pardon de le dire, mais on avait des véritables daubes qu'on a essayé d'améliorer, sauf qu'il y a des moments où on s'aperçoit qu'on arrive au bout de ce qu'on peut obtenir du maître d'ouvrage et qu'on a peut-être, pour certains cas, limité les dégâts. Voilà, il faut aussi avoir comment dire, pour nous, cette faculté de le reconnaître. Je reconnais que quand on a des projets un peu emblématiques ou un petit peu saillants, c'est toujours délicat. Ça a au moins le mérite de faire parler. Et puis après, j'aurais tendance à dire que, eh bien, l'avenir le dira. Malheureusement, certes, on l'a là. Aujourd'hui, c'est ce que je disais aussi, hein, ce qu'on construit aujourd'hui est le patrimoine de demain. Je pense que quand Le Corbusier a fait ses maisons, quand Prouvé a fait ses maisons modulaires, etc., ça semblait, enfin peut-être plus pour Prouvé effectivement,
ça semblait peut-être du mécano, de l'assemblage, etc., qu'on a peut-être voulu démonter à une époque et qu'aujourd'hui, on essaye de remettre un peu en valeur. Donc, aujourd'hui, c'est un reflet de la création architecturale actuelle. Le temps dira. Voilà, alors, pardon, il faudra attendre, mais du coup, le temps dira. Et parfois, sur ces éléments-là, on s'aperçoit aussi qu'en Unicum, ils sont très bien, que s'ils sont multipliés, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Encore une fois, parce qu'on est sur un élément qui est assez tranchant par rapport à ce qui est à côté. Voilà, enfin, je peux pas vous apporter de réponse franche, ferme, définitive, mis à part de dire qu'on verra ce que ça donnera dans le temps. Voilà, sur d'autres exemples également, sur du modulaire, les piscines tour-le-sol, les piscines canton sont des éléments qui étaient voués à disparaître, comme les classes modulaires que quasiment toutes les communes ont connues aussi, en contreplaqué de bois, qui sont absolument inchauffables, invivables, etc., mais dont aujourd'hui on se dit que c'est aussi un reflet d'une époque, et que voilà, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi. Mais voilà, alors c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en tout cas c'est celle que je peux vous apporter dans l'immédiat, n'ayant pas suivi l'élaboration de ce projet-là. Mais c'est la grande difficulté de la médiation de notre action, effectivement. Et c'est pour ça que je suis assez content d'être là aussi, parce que ça permet... si on prend pour revenir à la médiathèque, aujourd'hui, des fois, vous avez aussi des éléments où vous avez un programme, par exemple, à rentrer à l'intérieur, et après, de se dire, est-ce que sur une teinte sobre, est-ce que sur un volume qui respecte les prospects, ou en tout cas les gabarits de la rue, est-ce qu'on va essayer de limiter, est-ce qu'on va essayer peut-être est-ce qu'on va essayer de limiter un peu l'impact et de faire en sorte que ce soit, si ce n'est le mieux intégré, mais en tout cas peut-être le plus discret possible, c'est parfois aussi une solution. Je veux juste rebondir, pas forcément sur ta question, Fabrice, à Reims, parce que je ne connais pas le cas de Reims, mais juste rebondir sur 3 petits éléments. D'abord, quand on dit qu'effectivement, on construit aujourd'hui le patrimoine de demain, ou pas, et en fait, c'est pas à nous de choisir ce qui sera le patrimoine de demain. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'édifices, en particulier des gros édifices, en général d'équipements publics, qu'on construit déjà en pensant que ce sera effectivement du patrimoine de demain, ou qui sont très vite labellisés patrimoine, anciennement patrimoine 20e, aujourd'hui patrimoine contemporain, ce qui pose quand même la question est-ce qu'on est légitime, nous, aujourd'hui, de juger ce qui sera le patrimoine de demain, puisque par définition, le patrimoine, c'est ce dont on hérite et qu'on choisit ou pas de garder. Donc il y a une petite prétention quand même aujourd'hui à définir ce qui sera le patrimoine de demain, alors que ce n'est pas du tout à nous de le faire, à mon sens. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je vais prendre le cas que je connais, je suis un peu monomaniaque sur Tours, mais il y a un gros projet urbain à Tours qui est en train de sortir de terre en entrée de ville, donc en milieu du secteur sauvegardé, qui a fait l'objet de très nombreux débats, de très nombreux recours, qui a pris beaucoup de retard. Il s'agit de 2 hôtels, à la base Hilton, mais je ne sais plus ce que c'est maintenant, qui sont en train de surgir de terre. Et on les voit là, nous, Tourangeau, en train de se construire.
mais c'est d'une pauvreté affligeante. Enfin, à mon sens, hein, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est très pauvre architecturalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de débats, tellement de discussions, tellement de consensus trouvés autour du projet, que finalement, là où on aurait dû penser un geste architectural fort et qui potentiellement allait faire débat. C'est le cas du centre des congrès aussi à Tours, qui est en face de la gare et qui est un espèce de bateau renversé construit par Jean Nouvel, qui ne fait pas du tout l'unanimité depuis les années 90 dans la population tourangelle, mais qu'à cela ne tienne, en attendant, c'est un geste architectural. On en pense ce qu'on en veut. Et là, je trouve que, je n'ai pas d'image à vous montrer malheureusement, mais on n'a pas vraiment de geste architectural parce qu'il y a eu consensus sur le fait justement qu'il ne faut pas que ce soit trop pour ne pas dépasser l'église qui est à côté, qu'il faut que les matériaux soient bien les mêmes matériaux qu'on trouve partout, que les alignements doivent être les mêmes qui rappellent l'architecture de la reconstruction. Et alors, je provoque volontairement, mais aussi pour ouvrir le débat justement sur la création architecturale, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, le patrimoine tel qu'il est instrumentalisé par tout un tas de groupes, et notamment de groupes de citoyens qui vont prendre l'argument patrimonial pour être contre le projet, peut-être pour d'autres raisons, hein, est-ce qu'il n'empêche pas la création architecturale? Et troisième élément, justement sur une démarche qui a été mise aussi en place à Tours, mais pas uniquement, je pense qu'il y a d'autres endroits où ça a été fait, qui sont des ateliers d'avant-projet qui réunissent, avant même que le dossier de permis de construire soit déposé, qui réunissent le promoteur, l'architecte des bâtiments de France, les services de la ville, en fait tous les acteurs qui vont graviter au moment de l'instruction du dossier, et qui permet d'ouvrir le dialogue sur ce que doit être le projet, avant même qu'on l'ait dessiné, qu'on ait déposé le permis. Et c'est assez intéressant. Alors, malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, je crois. Mais c'est assez intéressant parce que ça permet de faire une instance de dialogue entre les différents acteurs avant même que le projet soit officiellement lancé dans les tuyaux du permis. Je complète un tout petit peu l'histoire du label Architecture Contemporaine Remarquable. C'est un label qui est délivré pour 5 ans déjà et qui est renouvelable. Donc on peut se poser la question 5 ans après l'attribution voilà, pour en voir la suite. Les instances préalables, on en a encore un petit peu, malgré tout. Par exemple, nous, pour le service, nous tenons plusieurs permanences délocalisées, ce qui permet là aussi de renseigner les porteurs de projets. Et pour un cas très particulier de création d'un nouveau quartier, ou en tout cas d'un nouveau cœur de ville, là aussi l'expérience de Saint-Dizier, je repars en Haute-Marne, voilà, où on a une opération effectivement cœur de ville, redynamisation, etc., d'un cœur commercial. Là, le dialogue préalable est déjà en cours avec aussi bien les services de l'État concernés, les instances de la ville, l'architecte, conseil de la ville, l'architecte des bâtiments de France, etc. Donc ça existe encore dans certaines communes, suivant les projets, suivant les outils du moment. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas les multiplier. Nous ne sommes que peu nombreux dans nos services. Mais c'est vrai que c'est fortement utile. Donc on essaye toujours de les réserver aux projets les plus pertinents. Alors oui, le service est consulté, mais pas que le service. Alors, ce qui a été réalisé, forcément, n'a pas pu se faire autrement qu'avec un avis favorable de nos services. Voilà. Joker. Non, le projet de Sarmi, je ne le connais pas encore. Sur la place de l'Hôtel de Ville, puisque je l'emprunte tous les jours en prenant mon train. C'est un aménagement qui est aussi l'image de l'aménagement d'une image de marque de la ville. Qui peut avoir aussi le mérite d'être réversible. Enfin, je vois aujourd'hui là, tous les éléments sur lesquels on peut s'installer sont des éléments qui peuvent être réversibles. Voilà.
alors c'est vrai qu'en plus à Reims, on a quelques particularités où on a quelques espaces publics qui sont protégés au titre des monuments historiques. La place Royale en fait partie, par exemple. Là aussi, je vais reprendre l'analogie monument historique bâti, pour le coup. Nous ne nous interdisons pas la création dans les monuments historiques lorsque... alors là aussi, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, lorsque ça peut être réversible, lorsque c'est identifiable, lorsque la démarche est étayée, enfin voilà, il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Voilà, s'agissant d'un espace public, là aussi, l'usage de l'espace public ou des espaces publics a connu une profonde mutation ces derniers temps, où on a tendance à virer les bagnoles pour y mettre un peu plus de piétons, où on s'aperçoit qu'il faut quand même un petit peu de mobilier urbain pour s'asseoir, qu'il faut aussi, et de plus en plus dans nos territoires, avoir cette image. Je reviens encore sur l'image de marque d'une ville, voilà, parce qu'il y a un moment, il faut aussi faire vivre la ville. Donc, c'est un projet d'aménagement de l'espace public. Là aussi, j'aurais tendance à dire que, comme l'architecture, ça prête souvent à débat. J'ai eu également, là, je reviens encore en Haute-Marne, sur Langres, où nous avons refait la place d'Hydro, avec une volonté d'avoir un revêtement uni pour faire disparaître un petit peu la voirie de circulation et dire, ben voilà, on donne un espace unique de vraie place, sauf qu'on n'en a pas changé l'usage réellement. Donc il y a toujours une circulation automobile, il y a toujours des voitures qui circulent, et du coup c'est encore plus le bazar qu'avant, puisque plus personne ne sait où il est. Et donc du coup on se rend compte que, certes, l'idée de départ était pas mal, en disant en perdant la voiture, en perdant le piéton, et la voiture sera peut-être plus respectueuse du piéton, peut-être qu'on verra moins la trace de la voiture. On s'est peut-être planté sur ce coup-là, ou sur la manière de le faire, ou peut-être qu'il aurait fallu l'accompagner d'un peu de mobilier urbain, mais du coup, ça veut dire qu'en rajoutant du mobilier urbain, on transforme en même temps la perception de l'espace public qu'on peut en avoir. Enfin, la question n'est jamais aussi simple et n'appelle pas toujours une réponse aussi tranchée que noir ou blanc, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi tout le sel de notre métier, mais encore une fois, c'est vrai que c'est toujours difficile de remettre dans nos avis tout le contenu des échanges et de où on est parti jusqu'où on est arrivé. Mais voilà. Comme ancien chargé d'études en charge de documents d'urbanisme et depuis les premiers plans d'occupation des sols, on a commencé à s'occuper de patrimoine. On avait été confronté jusqu'à la loi SRU à une difficulté, c'est que le règlement effectivement peint le monde en blanc ou noir. Et que sur le patrimoine, c'est jamais aussi simple que ça. Et en fait, la loi SRU, puis la loi UH, quand elle les a transformés, nous a donné l'outil des orientations d'aménagement avec lesquelles on a essayé de commencer à jouer dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Et c'est un élément qui n'apparaissait pas du tout dans notre exposé. Une question de temps où il y a... À la fois une question de temps et en fait je me suis posé la question parce qu'on les a étudiés, les OAP patrimoniales en particulier dans le programme de recherche, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu trop mastoc. Cela dit, j'ai parlé du règlement, mais effectivement pour rebondir, on a observé dans un certain nombre de territoires que cet outil des orientations d'aménagement et de programmation à visée patrimoniale pouvait être extrêmement intéressante. Je vais reprendre l'exemple du Grand Chambord dont je vous parlais et rentrer un peu plus dans le détail technique pour le coup. Sur les cœurs de bourg identifiés comme des cœurs de bourg patrimoniaux, en tout cas avec des éléments de patrimoine intéressants, je vous expliquais que le règlement est moins fort qu'ailleurs. Oui, mais en même temps, la collectivité a mis en place des orientations d'aménagement et de programmation qui s'appellent OAP Cœur de Bourg, cœur historique, quelque chose comme ça, dans lesquels on explique
que le patrimoine est une dimension des cœurs historiques. On l'a repéré, on l'a identifié, on y attache un certain nombre d'éléments de connaissance de ce patrimoine et on pose l'objectif. Parce que pour dire vite, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une OAP, c'est une des pièces du plan local d'urbanisme, vous me dites si je me trompe, hein, enfin si je le dis mal, qui vient donner des objectifs. Et en fait, on se donne un objectif de programmation, mais on ne donne pas vraiment de règles pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire, c'est plutôt l'idée de dire on privilégie le projet dans lequel on va donner un certain nombre d'objectifs. Alors typiquement, l'orientation d'aménagement et de programmation du PLU dont je vous parle sur les cœurs historiques, c'était l'objectif de densifier les cœurs de bourg dans le respect du patrimoine existant. C'était très, très exactement ça l'objectif. Et la collectivité s'est rendue compte que si on mettait un règlement trop fort, on passait à côté des projets intelligents, qui sont vraiment des projets au cas par cas, en fonction de la situation, de la parcelle, de la division des parcelles. Enfin, on est vraiment sur des choses extrêmement fines, qui ne sont pas forcément prévisibles à l'avance. Et à l'inverse, si on donnait des grandes orientations d'aménagement à l'intérieur de ces cœurs de bourg, et là, on pouvait ouvrir le débat, ouvrir le dialogue sur la base de quelques orientations qu'on a écrites et qui sont tournées justement autour du respect de l'existant, de la cohérence architecturale, etc. etc. Donc c'était effectivement plutôt par manque de temps ou par choix d'essayer de faire un truc un peu ramassé, parce que sinon on aurait pu passer des heures. Mais c'est effectivement un très bon outil qui est utilisé, mais qui pose beaucoup de questions sur sa valeur juridique, puisque elle a une valeur juridique, cette orientation d'aménagement et de programmation, puisqu'elle s'impose aux autorisations d'urbanisme, mais elle n'est pas opposable aux tiers, si ma mémoire est bonne. Et ça pose un certain nombre de problèmes juridiques d'application, de débats sur des grands projets en particulier, hein, qui peuvent aller devant le juge, et ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des collectivités qui préfèrent sécuriser leur plan local d'urbanisme en disant le débat c'est bien, mais à un moment donné je veux pouvoir avoir un argument juridique qui me permette d'avoir le dernier mot. Alors cet argument juridique, c'est ou le règlement fort du PLU, où on va dire là je pose ça, ou dans le cadre du Grand Chambord, pour reprendre mon exemple. Leur argument, c'est que tous les cœurs historiques ou presque sont en abord aux monuments historiques. Et il y a un acteur qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France, qui, en cas de problème sur le débat, sur de l'orientation d'aménagement et de programmation sur un projet qui poserait problème, peut donner un avis défavorable au nom des abords, mais qui va venir bloquer le projet. Donc en fait, l'ABF est garde-fou dans ce cadre-là. Pas uniquement, évidemment, mais ça peut être un raisonnement, une stratégie d'acteur, une stratégie juridique, quelque part réglementaire, qui va prendre cette forme-là. Un outil souple pour ouvrir le dialogue, mais on a quand même derrière un arsenal d'outils un peu plus fort si jamais il y a problème. Je l'interprète comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours plus simple de dire que s'il y a un avis défavorable, c'est de la faute de toujours le même. Voilà. S'il n'y a pas de questions, moi j'ajoute juste deux choses, parce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Donc ce projet, il a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Donc j'ai des petits 4 pages, c'est ceux-là. Donc ça, c'est plutôt orienté élu, grand public, pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Et alors le petit fascicule qui est un peu plus épais, il est plus destiné aux professionnels de l'urbanisme, aux professionnels de l'aménagement. Je vous en remettrai un, évidemment, parce qu'il va un peu plus loin. Et par ailleurs, juste vous dire, parce que je ne l'ai pas du tout mentionné, mais on est en train de développer un jeu sérieux sur ces questions d'urbanisme patrimonial et d'autorisation d'urbanisme qui s'appelle La ville sous cloche, point d'interrogation. Bon, c'est volontairement provocateur, hein. Et qui va être mis en vente au mois de novembre. Alors là, pareil, c'est plutôt un jeu qui s'adresse aux collectivités locales, aux formations universitaires, pourquoi pas des opérations de médiation avec les habitants, mais c'est pas un jeu qu'on joue à Noël avec ses enfants. C'est un peu rébarbatif. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Un petit mot de conclusion, non, voilà, je pense que j'ai parlé longtemps sur les réponses, donc voilà, merci de votre attention. Et puis voilà, donc pas de remords pour les questions, non. Bon, tant pis,
Je vous rends le micro alors. Merci. Merci à tous d'être venus ce soir pour ce premier café urbain de la saison. L'équipe étudiante aimerait remercier les enseignants de l'Institut d'aménagement qui nous ont épaulés pour la préparation de ce premier rendez-vous. On aimerait aussi remercier l'École supérieure d'ingénieurs de Reims, donc les IReims, pour son soutien, l'Agence d'urbanisme de Reims également, la Maison des sciences humaines, le laboratoire habité, et puis un grand merci à Jean-Marc Bourré et son équipe pour son accueil dans ce lieu exceptionnel. On vous donne rendez-vous mardi 14 octobre dans un lieu qui reste à définir sur la thématique en lien avec l'art et l'espace public. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, aussi via les plateformes de l'université. Et puis c'est tout. Merci à vous.